John Kirby, à Washington, a déclaré que les Européens doivent faire attention à ne pas intensifier la guerre contre les Russes. Et comme Lavrov, je pense que c'était Lavrov, a souligné qu'il est très inquiétant que les Américains ne réalisent pas qu'ils sont eux aussi en ligne de mire dans une guerre nucléaire. Il est très inquiétant qu'ils pensent que ce sont seulement les Européens qui vont être les victimes, les personnes qui vont mourir si cela s'intensifie, ce qui pourrait si facilement arriver. Bonjour à tous, ici Pascal Lotta des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, nous allons faire une mise à jour sur ce qui se passe en Irlande. D'une part, la nation irlandaise est probablement l'exception la plus remarquable d'Europe en ce qui concerne le génocide à Gaza, car même son gouvernement condamne fermement les actions d'Israël. Mais d'autre part, les mêmes forces qui ont œuvré pour faire entrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN sont également à l'œuvre à Dublin, avec l'aéroport de Shannon utilisé par les forces américaines depuis des décennies. Pour y voir plus clair, j'ai avec moi aujourd'hui Mark Price, cofondateur de la Ligue de la neutralité irlandaise et coprésident du mouvement irlandais contre la guerre. Bienvenue, Mark. Merci. Mark, je voulais faire un épisode sur l'Irlande depuis longtemps, parce qu'en 2022, c'est toi qui as écrit un article sur le triple verrou irlandais, dans lequel tu as effectivement écrit, et je te cite ici, « Alors que les élites politiques irlandaises ont peut-être essayé discrètement d'empoisonner à mort la neutralité irlandaise à Shannon depuis 2002, elles ont fait tomber le masque et lancé une attaque frontale contre elle depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. L'atmosphère est devenue toxique. Pourrais-tu développer un peu plus et expliquer l'impact de la guerre en Ukraine sur la politique étrangère globale de l'Irlande? Eh bien, jusqu'à présent, l'influence pratique a été que l'Irlande s'est engagée, sans aucune discussion par nos représentants politiques, dans un certain nombre d'opérations de sécurité européennes, telles que la PESCO et d'autres auxquelles je peux venir. De plus, la direction politique a convoqué une série de réunions visant essentiellement à démanteler le système de neutralité irlandaise, qui a prévalu jusqu'à présent, enfin, certainement depuis 2001, que nous appelons le triple lock. Le contexte de cela est que depuis à peu près la même époque ou juste après, l'Irlande a fourni un soutien logistique militaire aux États-Unis dans un aéroport à l'ouest de l'Irlande, l'aéroport de Shannon. C'est ce que je voulais dire dans la phase d'ouverture. Et c'est ainsi que je me suis impliqué au départ, en attirant l'attention, en protestant et en exprimant les sentiments de la grande majorité des gens dans le pays qui ne veulent pas prendre parti dans des conflits interimpériaux comme l'invasion de l'Irak en 2003, qui a sensibilisé tout le monde à ce problème. Mais notre leadership politique, qui, comme vous l'avez mentionné au début, ou peut-être que vous ne l'avez pas fait, oui, vous l'avez fait. Qui se sont distingués par leur soutien aux droits des Palestiniens et qui expriment à nouveau les sentiments forts de la grande majorité des gens dans le pays. Pour des raisons historiques qui ont été discutées ailleurs, nous pouvons parler de la manière dont ils ont néanmoins subtilement, mais puissamment adopté la position européenne dominante en matière de militarisme et de conflit interimpérial. La guerre en Ukraine leur a donné, comme elle l'a fait, dans toute l'Europe. Comme vous le savez, je sais en regardant votre chaîne que vous en avez discuté de nombreuses fois. Cela a donné un grand élan et un grand casus belli, ou un casus pour la militarisation à l'industrie de l'armement et à l'établissement militaire en Europe, utilisant la menace russe de la même manière que la menace allemande a été utilisée il y a 100 ans en Irlande et ailleurs, de presque exactement les mêmes manières.
in almost exactly the same ways. Dans votre article, vous avez écrit sur la façon dont la Belgique, en tant que victime de la Première Guerre mondiale, a été utilisée en Irlande pour rallier le soutien à l'envoi de garçons sur le front, à l'époque encore au sein de l'Empire britannique, au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Cela rappelle beaucoup ce qui se passe actuellement avec la façon dont l'Ukraine est dépeinte comme une victime sans défense. Ni, et nous devons envoyer des armes et du soutien là-bas afin de nous défendre avant que les ordres ne viennent de l'Est. Absolument. Et bien sûr, la grande différence est que nous sommes maintenant un pays bourgeois, beaucoup plus riche. Nous n'avons pas un énorme réservoir de chair à canon qu'ils avaient en 1914, dont 30 et quelques milliers ont été massacrés. Mais le leadership est très similaire et le contrôle médiatique du récit l'est aussi. J'ai été plusieurs fois dans les médias, tout comme d'autres militants, essayant d'offrir un certain équilibre par rapport à la situation en Ukraine. Et vous êtes immédiatement accusé d'être une marionnette du Kremlin. J'ai été vraiment frappé lorsque j'ai recherché cet article par la façon dont l'un des dirigeants politiques de l'époque décrivait quiconque ne voulait pas rejoindre la guerre contre l'Allemagne comme un traître ou un lâche. Et ce genre de langage est plus ou moins le même que nous, les militants anti-guerre en Irlande, sommes des traîtres, ne prenant pas nos responsabilités, ne nous engageant pas et ne portant pas la responsabilité de la sécurité européenne. Je veux dire, des éditoriaux réguliers dans les principaux journaux parlent de l'Ukraine comme du front dans la bataille pour la démocratie et ainsi de suite en Europe. Je veux dire vraiment, l'idée que nous sommes directement menacés par les Russes à la manière du cheval de Troie. Ou peut-être que ce n'est pas la bonne métaphore. Mais la façon dont cela est manipulé, Grethani, concerne particulièrement la question des câbles sous-marins, qui sont des infrastructures dans l'Atlantique, dont une grande partie passe près de la côte irlandaise en traversant l'Atlantique. C'est un sujet majeur pour ce que j'appelle les élites bellicistes en Irlande, et ils l'utilisent. Tout d'abord, l'attaque du projet Nord Stream en 22. Bien sûr, c'est une gêne maintenant, parce que presque tout le monde se rend compte que ça n'a pas été fait par les Russes. Bien sûr, pourquoi feraient-ils exploser leur propre infrastructure? Et s'ils voulaient arrêter l'approvisionnement en gaz, ils auraient pu le faire de bien d'autres manières. Mais c'est une menace suffisamment sinistre et invisible pour créer une alarme parmi la population chaque fois qu'un navire russe apparaît à l'horizon. Et cela bénéficie d'une couverture médiatique totale. Certains des rapports sont assez hilarants quand on les regarde. Un rapport en avril de l'année dernière sur RTE, la chaîne principale, j'ai lu le rapport, je ne l'ai pas regardé, parlait d'un navire russe apparaissant au large de la côte sud-ouest, comment le service naval a été envoyé pour intercepter et comment il y avait des problèmes de financement du service naval. Tout l'article avait ce genre de nature. Et puis, à la toute fin de l'article, juste comme une sorte de remarque ou de post-scriptum, un représentant du service naval a dit que « Oh, il y avait eu une tempête en mer » et que le navire était entré pour éviter la tempête. Mais cela a été mentionné simplement comme le navire russe. Cela a été mentionné simplement comme une sorte de détail. Des choses extraordinaires. Tu sais, cela me rappelle, et cela va sembler étrange, mais cela me rappelle une discussion que je n'ai pas encore eue, que je vais avoir la semaine prochaine, avec un chercheur suédois qui a étudié l'histoire des observations de sous-marins au large des côtes suédoises pendant la guerre froide, qui étaient censés être des sous-marins soviétiques, jusqu'à ce que les soviétiques disent « tirez-les simplement ». Ce ne sont pas les nôtres. Et maintenant, il est assez clair que c'était un coup monté, non pas des Suédois, mais plutôt des troupes ou des opérateurs de sous-marins au sein de l'OTAN.
et ne me citez pas là-dessus pour l'instant. Je n'ai pas encore eu la discussion. Ça va venir. Mais le point ici est qu'il était assez clair que ce facteur de peur et la côte semblent être un facteur de peur assez important pour beaucoup d'États insulaires ou péninsulaires, tout comme la Suède, parce que c'est une vulnérabilité, n'est-ce pas? Alors, l'Irlande, est-ce une façon de faire peur à l'Irlande pour qu'elle rentre dans le rang? Je pense que les câbles sous-marins, tout ce qui est sous l'eau, c'est un excellent moyen si vous êtes intéressé par l'inflation des menaces. Alors, ces types de thèmes souterrains et sous-marins, ils sont très freudiens, je suppose. Et ils sont vraiment, qui peut le prouver? Il est possible d'éclairer cela. Par exemple, le sabotage de Nord Stream s'est produit entouré par des États de l'OTAN. Ce que nous avons appris de cela, c'est que si vous vouliez protéger les câbles sous-marins, vous n'allez tout simplement pas pouvoir le faire. Vraiment. Je veux dire, la zone est si vaste. Et je veux dire, d'après ce que je comprends, l'opération Nord Stream elle-même était une opération relativement à petite échelle. Je veux dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été écarté que cela ait été ces Ukrainiens. Parce que les gens ne croient pas qu'une opération à si petite échelle puisse la réaliser. Mais bien sûr, tout ce qui est plus grand aurait attiré l'attention vraisemblablement sur l'Ukraine ou sur les marines présentes dans la Baltique. Donc le point est que ce type de menace est très intéressant parce qu'il est très vague. Maintenant, la réalité est qu'il existe des conventions de l'ONU sur la mer. Et comme toutes ces conventions, elles nécessitent une coopération multilatérale pour être appliquées. Nous n'avons pas besoin en Irlande d'abandonner notre politique de neutralité, que je n'avais pas vraiment expliqué dans l'interview et que je le ferai probablement plus tard. Eh bien, nous ne l'avons pas abandonnée et nous n'avons pas besoin de rejoindre des efforts multilatéraux dirigés par l'ONU ou d'autres efforts multilatéraux pour protéger autant que possible les infrastructures sous-marines. Et en se rappelant d'ailleurs que les infrastructures sous-marines sont toutes privées. Elles appartiennent aux grandes entreprises technologiques. Et en un sens, c'est leur responsabilité. Juste pour clarifier, pourquoi les câbles sous-marins, cette infrastructure, sont-ils un sujet si sensible en Irlande? Pourquoi l'Irlande se sent-elle si dépendante d'eux? Eh bien, je pense que c'est utilisé politiquement parce que ce que dit la direction, et c'est particulièrement l'un de nos dirigeants politiques, notre deuxième commandant depuis plusieurs années, un homme appelé Michael Martin. Il a été vice-premier ministre ou ministre des Affaires étrangères et il a vraiment poussé cette question. Ce qu'ils disent, c'est que des actes terroristes importants ou du sabotage de ces câbles pourraient avoir des répercussions économiques massives en Irlande et ailleurs. Et c'est l'argument avancé. C'est simplement pris pour acquis par les gens. Je veux dire, c'est une façon formidable d'exagérer les menaces si on y pense. Parce que si vous êtes une personne moyenne écoutant chez vous, ou même moi-même écoutant si je n'étais pas intéressé par ce sujet, et que j'entendais cela dans un reportage, je penserais « Oh, ça a l'air dangereux. » Vous savez, c'est vague et ça semble dangereux. L'événement Nord Stream a alimenté cela, à condition de ne pas regarder de trop près ce qui s'est passé dans le cas de l'événement Nord Stream. Mais vraiment, comme je dis, il est presque impossible de surveiller et de protéger ces câbles. Et je pense que c'est aussi un prétexte pour l'expansion du contrôle territorial OTAN-UP, car c'est un prétexte pour militariser la mer. Et nous voyons beaucoup de cela. Nous avons vu beaucoup de cela au cours des 2 dernières années et demie. Et nous aborderons bien sûr la neutralité de l'Irlande. Mais d'abord, je dois vraiment vous interroger sur la différence ici, car bien que cette histoire des médias en Irlande, étant complice
de l'incitation au soutien pro-guerre et au sentiment pro-guerre soit très familière à quiconque en Europe et en Amérique du Nord qui n'a pas été aveugle à la façon dont nos médias ont fonctionné. Mais l'Irlande est intéressante parce que la plupart des régions d'Europe, pas toutes mais la plupart, s'ennuient aussi un peu avec Gaza. Ils ont commencé à utiliser le cadrage de « Oh, le pauvre Israël a été attaqué le 7 octobre, sans provocation, comme si personne n'aurait jamais pu voir cela venir. » Nobody could have ever seen this coming. How people who are living in a concentration camp could ever. Comment des personnes vivant dans un camp de concentration pourraient jamais faire quelque chose d'aussi horrible? Et maintenant, Israël peut essentiellement génocider toute la population. C'est acceptable parce que cela concerne les Palestiniens. Et beaucoup de médias européens sont d'accord avec cela. Bien sûr, je simplifie et j'exagère, mais c'est le sous-entendu. Maintenant, l'Irlande ne l'est pas. Elle est d'accord en ce qui concerne l'Ukraine, mais pas avec Gaza. Et vous utilisez ce cadre de guerre inter-impérialiste, et je pense que cela a quelque chose à voir avec ça. Pourriez-vous développer cela et expliquer pourquoi Gaza est différente? Oui, et juste avant de donner l'explication principale, j'ai lu l'autre jour que Bono, qui est peut-être l'un de nos artistes les plus célèbres, est certainement dans la position européenne dominante. Il n'a pas fait beaucoup de déclarations, mais apparemment, ils ont des investissements dans des entreprises soutenues par Israël de différentes manières, où ils se sont impliqués. Mais il s'est exprimé après le 7 octobre et a lancé un appel en soutien aux victimes du 7 octobre et n'a rien dit depuis, mais très dans cet esprit. Pourquoi les Irlandais soutiennent instinctivement en grande partie les Palestiniens? C'est parce que nous étions une colonie de la Grande-Bretagne. Nous étions un vassal britannique pendant de nombreuses années, pendant de nombreux siècles. Je travaille dans la rue le samedi si j'ai un peu de temps pour distribuer des tracts et des pétitions, et ainsi de suite, surtout depuis l'année dernière pour le soutien à la Palestine. La rue où je vais est une rue très populaire à Dublin pour les visiteurs. Presque tout le monde qui visite passe par cette rue en particulier. Beaucoup de gens viennent d'Irlande du Nord. Et quand ils viennent au stand, le niveau de soutien est absolu s'ils viennent de la communauté nationaliste, catholique. Je dis aux gens autour, ces personnes savent à quoi ressemble une colonie de peuplement. Ce qui s'est passé après le 7 octobre, dans certaines parties de l'Irlande du Nord, c'est que des drapeaux israéliens sont apparus dans les rues. Maintenant, qui garde un drapeau israélien au cas où ils auraient besoin de montrer leur solidarité avec un pays particulier? Et la réponse est qu'en Irlande du Nord en particulier, les Britanniques ont établi une colonie de peuplement à partir de 1600, ce qu'ils n'ont jamais fait de la même manière dans le Sud, mais ils ont colonisé le pays de manière plus sophistiquée, disons. Dans les années 1920, lorsque les Britanniques posaient les bases de la colonie sioniste en Palestine, le gouverneur de Jérusalem, Ronald Storrs, a commenté à quelqu'un en 1920 qu'ils envisageaient une petite Ulster juive dans la région, en Palestine. Cela vous donne un aperçu de la façon dont les Britanniques, qui ont été le premier empire à soutenir la cause sioniste, mais pas le seul évidemment, mais le premier, ont vu cette colonie comme un bastion, comme une base d'opérations avancée pour surveiller leurs intérêts dans la région, leurs intérêts pétroliers déjà importants, et ainsi de suite. Des intérêts stratégiques. Et l'histoire irlandaise de l'identité nationale, ou de la mythologie de la Genèse, si vous voulez. Dans mon essai, je remonte à Wolfe Tone, qui est le premier révolutionnaire irlandais, je pense, en écrivant en 1790 dans un pamphlet « Pourquoi devrions-nous rejoindre les Britanniques qui prévoient de faire la guerre à l'Espagne? Pourquoi devrions-nous participer à une bataille au nom des Britanniques?
nous ne sommes pas les mêmes que les Britanniques. Donc, tout le sens de l'identité irlandaise vient de notre séparation de la Grande-Bretagne. Cependant, et donc des intérêts impériaux, c'est le point clé. Et c'est la clé de ce qu'est l'attitude populaire irlandaise envers la Palestine. Mais l'attitude de l'élite irlandaise envers la Palestine pourrait être représentée par Bono et par nos dirigeants politiques, qui, bien qu'ils fassent des déclarations pro-palestiniennes, le font dans une certaine mesure à contre-cœur, car ils doivent le faire face à leurs maîtres politiques impériaux. Si je puis me permettre, arrêtez-moi si je m'étends trop, mais nous avons eu récemment des élections générales. Cette même personne que j'ai mentionnée, M. Martin, qui est le vice-premier ministre, s'est discrédité 2 semaines avant l'élection. Il a annoncé que si les gens votaient pour son parti, l'un des 2 principaux partis conservateurs et capitalistes, ils adopteraient le projet de loi sur les territoires occupés. C'est une législation qui est sur la table depuis plusieurs années et qui a été retardée, bloquée et repoussée par ces partis. C'est un projet de loi qui interdirait le commerce avec les colonies illégales en Cisjordanie et il a été initialement proposé par des sénateurs indépendants, dont la sénatrice Frances Black. Donc, 2 semaines avant l'élection, Martin déclare que si vous votez pour nous, nous adopterons le projet de loi sur les territoires occupés. En d'autres termes, il essaie clairement d'obtenir quelques voix de gauche s'il le peut. Un jour plus tard, l'ambassadrice américaine, qui s'appelle Claire Cronin, a envoyé un email au gouvernement qui a été divulgué par un grand journal ici en Irlande. Et l'email disait « Oh, je pense que cela pourrait avoir des répercussions très graves si ce projet de loi était adopté. Je pense que le gouvernement devrait réfléchir très attentivement à cela. » Et je n'invente rien, mais 12 heures plus tard, Martin est sorti et a dit « Nous avons reconsidéré cela. Ce que nous voulions vraiment dire, c'est que nous devons revoir ce projet de loi. » Donc, bien que les élites irlandaises se manifestent, parce qu'elles le doivent, vous comprenez, car la grande majorité des gens soutiennent la Palestine, en raison de cette histoire et de cette identité avec le colonialisme, etc., les élites ont été colonisées très tôt. D'où ces élites en 1914, y compris les élites médiatiques qui étaient assez heureuses d'envoyer de jeunes Irlandais mourir pour la cause impériale en Europe. Ces élites sont toujours là, Pascal. Mais je ne peux tout simplement pas oublier Frank Aiken, l'un de vos plus grands, vous savez, combattant de la liberté, et plus tard ministre des Affaires étrangères, et un non-conformiste de la politique étrangère. Et cette personne n'aurait jamais toléré cela, je crois. Je veux dire, parce que même pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard, il était fermement pro-neutraliste. Et il s'est battu pour cela aussi à l'ONU. Alors, qu'est-il arrivé aux élites irlandaises? Frank Aiken et quelques autres, sont-ils juste des exceptions? Et dans l'ensemble, les élites politiques sont-elles toujours dans la même bulle mentale que celle de Bruxelles? Et ainsi de suite. En général, j'ai tendance à penser que l'histoire change plus lentement que les gens ne le croient. Si vous regardez de près les jours de Frank Aiken, dans les années 1950, lorsque l'Irlande n'a été admise que tardivement aux Nations Unies, parce que les Russes ont opposé leur veto à notre adhésion pendant 10 ans, en raison de notre neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Je mentionne la neutralité parce que nous étions neutres, mais c'était une neutralité compromise, très compromise. Puis-je simplement ajouter ici, juste pour le plaisir de tout le monde qui regarde, que lorsque l'ONU a été créée, la condition pour être admis à l'ONU était soit d'avoir déclaré la guerre avant février 1945, soit d'avoir fait partie de l'alliance de guerre dès le début du pacte de l'Atlantique. C'étaient les conditions. Donc, pour rejoindre une organisation de paix qui est là pour abolir la guerre,
il fallait avoir déclaré la guerre. Et si vous n'aviez pas déclaré la guerre, vous ne pouviez pas rejoindre l'Association de la paix. Mais ensuite, vous savez, la Suède est devenue membre en 1946, et l'Autriche et l'Irlande aussi, en 1955, dans un grand accord global. Cela montre juste l'hypocrisie de toute l'affaire. Mais s'il vous plaît, continuez. C'est un fait. Je ne savais pas cela, et cela explique tant de choses. C'est tellement intéressant. Seulement récemment, je veux dire, littéralement au cours des 2 dernières semaines, des documents d'État ont été révélés concernant la visite du Taoiseach, Premier ministre de l'époque, Eamon de Valera, à la fin de la guerre en 1945, exprimant ses condoléances à la légation allemande en Irlande pour la mort d'Adolf Hitler. Nous pouvons remettre cela en question, évidemment, vous et moi, des personnes qui peuvent dire à quel point cela serait approprié, sachant qu'il avait certainement connaissance de ce dont Hitler avait été responsable. Néanmoins, cette neutralité, ainsi que la neutralité que l'État irlandais avait pendant la guerre, était fortement compromise d'autres manières. Nous avons partagé des renseignements avec les Britanniques. Pendant le bombardement allemand à Belfast, pendant la guerre, nous, en tant que gouvernement, avons envoyé une aide massive à Belfast. Aide pratique, ambulances, pompiers, etc. Néanmoins, l'Irlande a maintenu, pour ces mêmes raisons anti-impérialistes qui remontaient à Wolfe Tone et ensuite à la Première Guerre mondiale, une position officielle de ne pas vouloir prendre parti dans cette guerre, ce qui a entraîné un retard dans notre adhésion à l'ONU. Mais cela signifiait aussi que lorsque nous avons rejoint l'ONU, il se trouvait que nous avions cet homme, Aitken, que j'avais rencontré, d'ailleurs enfant. Il était un ami de mes grands-parents parce que ma famille était impliquée dans l'indépendance irlandaise de différentes manières. Alors cet homme, Aitken, avait une idée très forte. Il prenait vraiment l'ONU au sérieux. Il croyait vraiment en ce qu'elle disait. Il faisait partie de ces personnes qui prenaient l'idée du maintien de la paix au sérieux. Mais même alors, en Irlande, il avait un rival politique. Ils étaient tous deux sous de Valera, qui était le grand leader pendant de nombreuses décennies. Mais sous lui, l'un de ses grands rivaux, enfin, c'était pas vraiment un rival, mais très en vue, était un homme appelé Sean Lemas, qui est devenu lui-même Premier ministre, Taoiseach, et est devenu le grand champion de l'investissement étranger en Irlande, la manière dont l'Irlande est devenue riche grâce à cet investissement direct étranger. Lemas était un grand atlantiste, et il s'opposait aux politiques d'Aitken à l'ONU. Et cela se révèle si l'on regarde de plus près l'histoire. Il s'y est opposé parce qu'il voulait que l'Irlande prenne le parti des Américains et non des Britanniques à ce stade. Les Américains, le nouvel empire pendant la guerre froide. Mais Aitken a refusé et est resté ferme et en conséquence a joué un rôle important pour un très petit pays dans la promotion de la non-prolifération nucléaire et des missions de maintien de la paix. Les missions de maintien de la paix sont devenues centrales dans l'identité militaire de l'Irlande. Nous sommes un pays qui a toujours eu une armée extrêmement peu développée. Nous avons une force de police assez bien développée. Ce que je voulais dire, c'est que dans notre appareil d'État répressif, notre force de police est très bien établie et constitue une institution qui existe à travers l'État de différentes manières, avec un énorme pouvoir politique. Mais notre armée est vraiment un peu risible. Les gens en plaisantent. Mais ce dont ils ne plaisantent pas, et ce dont les gens sont fiers, c'est que nous avons participé à des missions de maintien de la paix. Nous avons été très bons dans les missions de maintien de la paix. Un rapport des années 1990 montrait que seulement 2 nations n'avaient pas été accusées de crimes de guerre pendant le maintien de la paix, car même les soldats de la paix font des choses terribles. Mais Cuba et l'Irlande, à cette époque, avaient encore un dossier vierge. Je ne suis pas sûr de la véracité de cela aujourd'hui.
Donc les gens sont à juste titre fiers du rôle des casques bleus. Et le travail d'Aitken à l'ONU a été important pour promouvoir le maintien de la paix et la tentative de démanteler la neutralité irlandaise. Le triple verrou, sur lequel nous devons encore nous pencher, est un argument clé pour ceux qui veulent aller au-delà. Ils disent que le système de maintien de la paix de l'ONU est entré dans un déclin terminal, ce qui n'est pas le cas. Has entered into a terminal decline, which it hasn't. No, it hasn't. It needs to be. I need to say this because Non, there's a lot ce n'est pas le cas. Je dois le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces programmes et qui deviennent très cyniques à ce sujet, sur beaucoup de choses. Et le maintien de la paix en fait partie. Mais honnêtement, il existe de bonnes façons de faire du maintien de la paix lorsqu'il est effectivement invité par les deux parties. Ce qui est probablement la raison pour laquelle l'Irlande réussit si bien. Car pour que le maintien de la paix fonctionne, il faut être neutre. Les casques bleus doivent être neutres et ils doivent bien travailler avec toutes les parties. Maintenant, malheureusement, ce que nous avons vu au cours des dernières décennies, c'est que les gens abusent de ce terme et l'utilisent également lorsqu'ils commencent à déployer des forces contre la volonté de l'une des parties. En ce moment, les Européens ont l'idée d'envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine contre la volonté de la Russie. C'est comme, non, ce ne seront pas des forces de maintien de la paix, ce seront des forces de combat régulières. Alors arrêtez d'abuser du mot, tout comme abuser des droits de l'homme. Une excellente idée, mais ensuite l'abuser pour insérer votre agenda, cela détruit tout le principe. C'est pareil avec le maintien de la paix. Donc l'Irlande, l'Inde et Cuba ont apparemment un bon bilan de coopération avec les Nations Unies à ce sujet. Désolé, je devais juste ajouter cela ici. Mais maintenant, quelles sont les forces qui essayent réellement de saper cela? Parce que l'Irlande, tout comme la Suède, la Finlande, mais aussi la Suisse et l'Autriche, avait une histoire très forte de neutralité et a toujours une histoire de neutralité. Avec la Suisse et l'Autriche, ils sont toujours forts. Et Malte d'ailleurs, ne les oublions pas. Ils sont animés par un sentiment pour cette politique. Et même si cela n'a jamais été parfait, rien ne l'est jamais. Oui. Quelles sont les forces qui travaillent actuellement contre cela? L'aéroport de Shannon est un exemple très célèbre. Mais les médias aussi, je suppose, essaient de rallier le soutien à la cause ukrainienne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, assez drôle. Juste sur quelques points que vous avez mentionnés. C'était un programme que vous avez fait sur la Suisse, votre pays, récemment, il y a quelques semaines. Le document que vous présentiez m'a encouragé à vous contacter. Parce que j'ai visité la Suisse de nombreuses fois, mais je n'ai jamais vraiment vu beaucoup de comparaisons entre nos deux pays. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment reconnu, ce mouvement d'élite, parce que c'est un mouvement d'élite. Il s'agit de démocratie. Les forces qui veulent entraîner l'Irlande dans des conflits interimpériaux, que ce soit en 1914 ou aujourd'hui. Ce sont des forces d'élite, et donc elles se trouvent dans toute la sous-société d'élite, au niveau politique, médiatique, intellectuel et culturel. J'ai même mentionné Bono, il ne s'est tout simplement pas exprimé sur cette question. Mais au niveau de l'élite, on considère que nous devrions nous lever, prendre nos responsabilités et rejoindre les grands à la table des décideurs. Donc le principal moteur est, disons, cet homme, Michael Martin. Il est un bon exemple. Il passe vraisemblablement sa vie à des réunions du Conseil des ministres à ce niveau à Bruxelles. Et ainsi de suite. Ces types de lieux où certaines valeurs sont partagées. Et parmi ces valeurs figurent les valeurs de l'industrie de l'armement. Lorsque l'Agence européenne de défense a été fondée en 2002 ou 2004, vous devez me corriger. Peu de temps après, EADS, maintenant Airbus, se vantait que c'était leur bébé. Une grande partie des fabricants d'armes constate un sous-investissement important en Europe. Et quand Trump,
qui est prétendument anti-OTAN, ce n'est pas parce qu'il est anti-guerre, c'est parce qu'il veut que les gens dépensent plus d'argent. Il veut que les gens dépensent 5% et non seulement 2% de leur PIB dans cette industrie. Donc c'est l'une des principales forces. Comme vous le savez bien, le militarisme n'est qu'un business. Et la géopolitique s'y mêle. Et il est difficile de savoir ce qui vient en premier. Eh bien, nous n'avons pas répété toute l'histoire du conflit en Ukraine. Évidemment, vous êtes bien informés et vos abonnés qui suivent votre chaîne le sont également. Mais nous savons qu'il y a eu des pressions de l'Occident pour l'expansion de l'OTAN et que celles-ci sont très impliquées dans le complexe militaro-industriel et qu'il y a eu un développement concomitant en Europe depuis 20 ans maintenant, 25 ans, pour augmenter le militarisme, augmenter les dépenses militaires, sécuriser les frontières de l'Europe et démanteler le système international. Le système international, la partie la plus imparfaite à mon avis, est aussi la partie la plus importante. This is my opinion, is also the most important part of it. The most flawed part of it, in one sense, is la partie la plus imparfaite, en un sens, est apparemment la seule façon d'amener les grandes puissances à accepter de rejoindre le Conseil de sécurité en 1945 était de leur accorder un droit de veto, car il était reconnu que la Société des Nations avait échoué, était devenue inutile parce que les Américains qui l'avaient initiée ne se sont même pas donné la peine de se présenter. Et les Français et les Britanniques ont simplement continué à l'utiliser comme une autre arme dans leur arsenal impérialiste. Il a donc été reconnu, d'après ce que je comprends, que la seule façon de faire asseoir les grandes puissances autour d'une table était de dire « Eh bien, d'accord, vous pouvez avoir un veto. » Et bien sûr, ce veto est un terrible obstacle, mais c'est aussi la plus grande force. Parce que si, comme vous l'avez mentionné plus tôt, imaginez qu'une mission de maintien de la paix, disons en Ukraine, dans les parties de l'Ukraine occupées par la Russie, ou dans les parties de la Cisjordanie occupées par Israël, l'une ou l'autre serait veto par la Russie ou les États-Unis, respectivement, les deux membres permanents du Conseil de sécurité qui opposeraient automatiquement leur veto à l'une ou l'autre. Dans ce cas, si l'Irlande ou tout autre pays rejoignait un groupe de combat européen ou une soi-disant mission de maintien de la paix européenne dans l'un de ces endroits, comme vous l'avez souligné, cela ne serait pas. Ce serait juste un autre groupe de partis, un autre belligérant. Je répète ce que vous avez dit. Donc ce que nos dirigeants veulent que nous fassions, c'est qu'ils veulent que nous prenions les difficultés sérieuses que le système de l'ONU a, et en particulier le fait qu'aucune nouvelle mission n'a été annoncée depuis 10 ans maintenant, depuis 11 ans maintenant, depuis 2014. Il n'y a eu aucune nouvelle mission de maintien de la paix. Et ils veulent prendre cela comme une raison pour abandonner complètement le système et prendre parti. En d'autres termes, abandonner la Charte des Nations Unies actuelle, qui malgré tous ses défauts, reste la seule loi possible au-dessus de toutes les puissances concurrentes dans le monde. Ils veulent que nous abandonnions cela et que nous prenions parti, au lieu de faire ce que nous devrions faire, ce qu'Aitken avait compris. Car même à l'époque, les grandes puissances étaient au Conseil de sécurité. Même à l'époque, elles se battaient entre elles. Bien sûr qu'elles le faisaient. Mais ils comprenaient que la paix nécessite du travail, de l'intelligence et des efforts. Si vous voulez amener ces grandes puissances à négocier et à s'asseoir pour conclure un accord de paix, vous devez être au milieu d'elles. Vous ne pouvez pas prendre parti entre elles. Non, tu as raison. Et je réalise quelque chose pendant cette discussion, c'est que le veto au Conseil de sécurité est en fait un moyen de neutralisation forcée de toute l'institution. Et dans ce cas, parce que d'une certaine manière, et je pense que c'est là que ça mène, le grand ennemi du bellicisme,
n'est pas nécessairement le pacifisme. Ce n'est pas crier paix, paix, car rappelons-nous que Stoltenberg n'arrêtait pas de dire que les armes sont le chemin vers la paix. Je veux dire, c'est un activiste pour la paix, n'est-ce pas? Un activiste pour la paix par les armes. Le grand ennemi du bellicisme, bien sûr, c'est comme retourner l'idée à l'envers. Mais le grand ennemi du bellicisme est en fait le neutralisme, parce que c'est la renonciation active à l'utilisation active des armes pour obtenir ce que l'on veut, même lorsque la situation est vraiment désespérée. Et dans ce sens, vous savez, la charte de l'ONU, l'article 5.1, est pour moi le plus grand problème de cette charte, parce qu'elle dit que vous pouvez utiliser la force pour la légitime défense et la défense collective. Et les États neutres renoncent à ce droit, n'est-ce pas? Ils disent par exemple, nous n'allons pas défendre collectivement quelqu'un d'autre. Nous ne faisons pas cela. Nous ne défendons que nous-mêmes. Donc l'Irlande neutre, tout comme la Suisse et l'Autriche, a en fait une promesse de paix plus forte, inscrite dans les livres que l'ONU. Et les forces en Irlande qui aimeraient abandonner cela ont maintenant ce problème qu'elles doivent lutter contre le sentiment instinctif de la population irlandaise. Et la guerre à Gaza est en fait beaucoup plus claire. Le génocide à Gaza est beaucoup plus clair pour les Irlandais. Avez-vous l'espoir que l'horreur évidente de la situation aide réellement une plus grande partie de l'Europe à se réveiller face aux réalités de ce non-sens belliciste qui nous est imposé? J'ai un peu d'espoir, Pascal. Mais j'ai aussi un peu de réalisme sur le fait que cette chose a été permise. Et puis, c'est arrivé, et c'est horrible. Mais les personnes qui ont permis que cela se produise savaient à un certain niveau que cela allait se produire. Par conséquent, je ne pense pas que la preuve de l'horreur, je veux dire, quelle est l'atrocité la plus extraordinaire diffusée en direct que nous ayons connue de notre temps, va nécessairement réveiller les gens. Cela peut affecter des groupes populaires plutôt que des élites qui ont été trompées par une fausse représentation. Cela peut tourner le public dans certains endroits contre cette politique de collusion avec le génocide. Ici en Irlande et ailleurs, c'est une question de démocratie. Et parce que nous avons revendiqué notre propre souveraineté face à une puissance impériale, nous ressentons donc une empathie envers les Palestiniens, car ils peuvent comprendre ce qui se passe dans ces termes. Ils comprennent que le mot terroriste a une autre lecture. C'est quelque chose que les peuples du Sud global savent instinctivement, mais les gens ici en Occident ont tendance à croire à l'utilisation officielle du mot terroriste, qui est toujours, vous savez, dans les termes de l'élite occidentale, un criminel, point final. Mais les personnes en dehors de cette position d'élite comprennent qu'un terroriste peut être un combattant de la liberté, peut être quelqu'un qui essaie de reprendre la souveraineté d'une puissance coloniale. Le public irlandais n'a pas ce sentiment instinctif par rapport à la situation en Ukraine, mais il a une méfiance instinctive envers les élites qui leur disent qu'il est nécessaire de partir en guerre. Donc, je voulais parler, si je peux, un peu du triple verrou ici en Irlande. En 2001, il est important d'aborder ce sujet, car c'est une question compliquée. Le problème, c'est que si vous cherchez triple verrou, vous trouverez des informations sur l'assurance au Royaume-Uni et comment fermer les fenêtres et les portes. Mais, plus bas dans la liste, vous tomberez sur le triple verrou en Irlande. Ce que signifie ici le triple verrouillage, c'est qu'en 2001, il y a eu un référendum pour soutenir le traité de Nice qui visait à une intégration européenne plus poussée. La population irlandaise a rejeté cela. Des sondages ont été réalisés montrant qu'il y avait une inquiétude parmi la population que cela conduise à une intégration militaire accrue, à une coopération en Europe et donc à une perte de neutralité.
Ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants politiques sont allés à une réunion avec leurs homologues européens à Séville, en Espagne, et ont publié une déclaration. Et dans cette déclaration, ils ont dit que si l'Irlande rejoint la nouvelle entité européenne, cela n'affectera pas la politique, qui est que si plus de 12 militaires irlandais partent à l'étranger, ils doivent avoir l'approbation du gouvernement, de l'exécutif, du Parlement ou du Dáil, et troisièmement, de l'ONU. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, juste de l'ONU. Cela est connu sous le nom de triple verrou. Cela peut être vu comme une garantie de maintien de la paix, car cela signifie effectivement que nous ne pouvons partir que pour des missions de maintien de la paix ou pour une aventure approuvée par l'article 51. Le traité a ensuite été soumis à nouveau aux Irlandais un an plus tard, et ils ont voté oui. Et la même chose s'est produite en 2009 pour le traité de Lisbonne, une intégration supplémentaire. Le triple lock a de nouveau été produit. Au cours des 2 dernières années, depuis l'invasion de l'Ukraine, les élites irlandaises, à nouveau dirigées par cet homme Martin, chef du parti Fianna Fáil, ont été sous une pression massive, car on nous dit qu'il n'est plus adapté aux nouvelles conditions de sécurité, c'est-à-dire la menace russe à l'Est. L'Europe est maintenant dans une situation totalement différente, et le triple lock n'est plus adapté, et nous devons l'abandonner. C'est ce qu'on nous dit constamment, car c'est un obstacle à l'implication irlandaise dans la sécurité européenne. Je pense, Marc, que nous devrions vraiment faire la suggestion et dire « Oui, le triple lock devrait être aboli en faveur d'un unilock. Si Ursula von der Leyen veut déployer des garçons irlandais, alors ils iront. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? » Oui, le problème que les dirigeants ont, c'est que lorsque quelqu'un du public demande « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce triple lock ?» C'est une chose merveilleuse. C'est une manière formidable de s'assurer que votre peuple ne va à l'étranger et ne combat dans des guerres étrangères que lorsqu'il y a une raison très valable, y compris au plus haut niveau. Je veux dire, c'est un outil de politique fantastique. Pourquoi quelqu'un voudrait-il abandonner cela? En raison de la pression des élites. Je pense que la principale raison est la pression militaro-industrielle, qui finit par se répercuter sur les élites politiques. Ces gens-là, nos dirigeants politiques, côtoient à Bruxelles et ailleurs d'autres dirigeants politiques en Europe. Ils sont tous engagés dans cette politique, et ils ne veulent essentiellement pas être soumis au fait que les Russes et les Chinois aient un droit de veto au Conseil de sécurité. Il y a une excellente citation où, en gros, je l'ai trouvée ici, où Michael Martin, en novembre 23, dit que le triple lock permet aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité comme la Russie de lier les mains de l'Irlande dans notre engagement international. Il y a quelque chose de moralement répréhensible à donner à un gouvernement autoritaire et à une puissance impérialiste agressive comme la Russie de Poutine, un veto de facto sur la manière dont nous, en tant que République indépendante, déployons nos troupes. D'ailleurs, en 2003, lorsque nos alliés, plus que nos alliés, soyons francs, nos maîtres impériaux à Washington, ont décidé d'envahir l'Irak sans discernement, en ignorant totalement le système de l'ONU, comme nous le savons tous. À cette époque, les Irlandais se trouvaient dans une situation très embarrassante. Nos dirigeants, en fait, ne se sont pas plaints des problèmes du Conseil de sécurité. Ils ont simplement permis discrètement aux Américains d'utiliser l'aéroport de Shannon. Principalement, ce qui s'y passe, c'est que les troupes font une escale sur leur chemin vers le Moyen-Orient.
Mais un grand nombre de vols militaires, comme cette année, l'année dernière, et en 2024. J'ai un chiffre ici, 1260 vols ont été approuvés transportant des munitions à travers l'espace aérien irlandais. Donc depuis cette période, les élites ont fermé les yeux sur notre implication militaire dans ces conflits impérialistes, interimpérialistes. Mais quand la Russie ou la Chine sont là au Conseil de sécurité, oh, c'est une aisance pour nous servant sortir du système de l'ONU. Et on nous dit que c'est très différent maintenant par rapport à 1939 ou 1945. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Le monde était alors, comme il l'est maintenant, déchiré par ces types de blocs, des blocs de pouvoir, se tirant les uns les autres. Et nous, notre pays, notre petit pays, avons joué un rôle énorme, bien trop grand, si vous voulez, grâce à Frank Aiken et des gens comme lui qui promouvaient la neutralité. En fait, juste une chose, si je puis me permettre, il y avait des rapports et des choses que j'ai lues où ils s'asseyaient entre les délégations israéliennes et arabes à l'ONU. Je veux dire, ils ne pourraient pas faire ça maintenant, parce que les Israéliens nous considèrent comme ayant complètement perdu notre crédibilité avec eux à ce stade. Mais à l'époque, même alors, on pouvait le voir essayer de son instinct pour le maintien de la paix, comme je l'ai souligné dans mon essai, remontait à la guerre civile irlandaise, où il a effectivement essayé de faire la paix entre les deux principales figures, Michael Collins et De Valera. Même s'il avait lui-même été un révolutionnaire et impliqué dans la violence, c'est une chose, cela revient probablement à ce que vous avez dit, que l'ennemi de la neutralité, vous avez dit, est l'ennemi du bellicisme, n'est pas le pacifisme. C'est autre chose. Cela a plus à voir avec le réalisme, plus à voir avec je pense, c'est ce que je pense que cela a à voir avec une façon de penser qui dit que s'il y a une guerre en cours, elle devra se terminer. Alors, terminons-la tôt ou tard. Et elle devra se terminer en amenant les gens à une table et en parlant de manière sensée. Mais vous savez, plus vous attendez J'ai vu quelqu'un hier soir sur Alistair Crowe dans l'émission de Judge Napolitano, Mearsheimer, je pense, suggérant que 600 000 Ukrainiens sont morts. Des soldats sont déjà morts. Je veux dire, c'est insensé, mais ce n'est pas à propos de ces gens. La langue de bois est si horrible parce que nous savons que Bruxelles et Washington veulent juste envoyer plus de gens dans les baïonnettes des Russes parce que c'est marginalement mieux pour eux. C'est marginalement bon parce que cela maintient marginalement leur stupide récit en vie. Et c'est marginalement rentable pour eux. Comme vous savez, Madeleine Albright a dit « ça en vaut la peine ». Ça en vaut la peine parce que c'est marginalement mieux pour nous que de mettre fin à cela maintenant. Et c'est ce qui nous énerve tellement. Et pourquoi c'est si absolument horrible? Parce que nous voyons ce qui se profile à l'horizon. Et quand nous regardons ensuite le même récit à Gaza, je veux dire, c'est juste consternant qu'Israël fasse exploser toutes les personnes avec lesquelles il discute réellement. C'est comme ça que nous savons qu'il ne veut pas réellement l'accord de paix à Gaza, parce qu'il tue chaque négociateur qu'il peut trouver, surtout une fois que vous vous rapprochez d'un cessez-le-feu. Je veux dire, je ris parce que je veux pleurer. Mais la question pour moi, je vous interviewe. Je suis désolé de parler autant, mais allez-y, je vous en prie. Pour revenir sur ce que vous avez dit, lorsque Boris Johnson est arrivé à Istanbul, nous connaissons l'histoire. Oui, oui. Et Nuland a récemment admis que nous n'accepterions pas cet accord. Et ce qui est vraiment tragique, c'est qu'à ce stade, Zelensky était prêt à conclure un accord. Et combien de vies ont été perdues? Combien de personnes sont mortes à cause de cela? Ce qui laisse vraiment une seule question ouverte. Comment se fait-il qu'au cours des 70 dernières années environ,
Depuis la Seconde Guerre mondiale, ou du moins depuis la fin de la guerre froide, Washington et ce blob à Bruxelles ont réussi à néocoloniser, à coloniser mentalement l'Europe, de manière à ce que l'Europe ressente que son meilleur intérêt est celui de Washington. C'est nouveau. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Je veux dire, ces différentes vagues de colonisation dont les Européens sont responsables, ce qui est, soit dit en passant, la raison pour laquelle l'Amérique du Nord est blanche, n'est-ce pas, et partiellement noire, à cause de la façon dont nous, Européens, avons fait la colonisation. Mais cela, ce qui se passe actuellement, la mise de côté de l'intérêt personnel, surtout en ce qui concerne l'Allemagne et ainsi de suite, au profit de l'intérêt de Washington. C'est quelque chose que je ne comprends pas encore, les mécanismes par lesquels cela fonctionne. Mais cela a quelque chose à voir avec les élites qui ont plus à gagner. Même les élites en Ukraine ont plus à gagner en faisant gagner Washington qu'en obtenant réellement un accord de paix viable avec les Russes. Il y a Eh bien, je ne peux offrir rien d'autre que des spéculations. Mais il a été noté que la qualité des élites européennes a décliné. Nous venons d'une époque de dirigeants comme de Valra, de Gaulle et même Chirac. Et Willy Brandt. Et en Autriche, nous avions Bruno Kreisky, nous avions de bons dirigeants. Olof Palme en Suède. Il y avait des personnes qui s'intéressaient réellement au bien de leur pays. Ils avaient l'impression d'avoir des personnes qui avaient grandi et qu'il y avait d'une manière ou d'une autre un lien entre eux et les populations qu'ils représentaient, et qu'ils étaient des figures de grande envergure. Aujourd'hui en Europe, les figures démesurées ne se trouvent probablement pas dans le leadership politique. Elles se trouvent, vous savez, dans les arts, la culture et les médias. Je ne sais pas, mais elles ne sont pas là. C'est peut-être en partie la raison pour laquelle nous avons une sorte de classe de satrapes. Ce serait un bon mot, une classe de fonctionnaires. Je veux dire, regardez la qualité autour. Cela a été commenté de nombreuses fois. Regardez Scholz. Je veux dire, c'est presque impossible de l'imaginer ou de savoir de quoi il parle. Un autre grand problème, et j'ai entendu Lavrov le dire dans l'interview qu'il a donnée l'autre jour, c'est quand il a dit que John Kirby, à Washington, a déclaré que les Européens doivent faire attention à ne pas escalader la guerre contre les Russes. Et comme Lavrov, je pense que c'était Lavrov, a souligné que c'est très inquiétant que les Américains ne réalisent pas qu'ils sont aussi en ligne de mire dans une guerre nucléaire. C'est très inquiétant qu'ils pensent que ce sont juste les Européens qui vont être les victimes, qui vont être les personnes qui meurent si cela s'aggrave, comme cela pourrait si facilement arriver. Et il ne semble pas y avoir de dirigeants européens qui réalisent cela. La personne que je continue de mentionner dans cette interview, Michel Martin, est juste une autre de ces personnes qui considèrent le système européen comme une grande chose, et ils oublient simplement le système international. Et un cynisme, comme vous l'avez dit. Écoutez, j'en ai assez dit. Nous continuons à revenir sur les mêmes choses. Non, non, non. Mais nous devons le faire. Parce que quelque part, il y a une explication très importante et je ne peux pas encore la comprendre complètement, mais elle est là. Et cela a aussi quelque chose à voir avec la façon dont ces élites croient, servent, sérieusement, honnêtement, profondément, et probablement au fond d'elles-mêmes, croient réellement qu'elles défendent le bien. La vision du monde européenne a toujours tendance à tout voir en termes de bien et de mal. Comme vous savez, c'est une tradition chrétienne. C'est une façon très ancienne de voir les choses. Et c'est là que la neutralité ne s'intègre pas. Elle ne s'intègre pas dans ce cadre moral. La destinée manifeste. Peter Oborne a récemment participé à quelque chose.
C'est un journaliste assez conservateur, mais très intéressant, et il a adopté une position très pro-palestinienne. Et sa thèse était que l'Ancien Testament a joué un rôle clé dans l'impérialisme européen parce qu'il a donné naissance à cette notion de destinée manifeste, et son association avec des philosophes comme Locke, une manière de vraiment croire que les valeurs européennes doivent être défendues et que des gens doivent être tués, et que cela crée vraiment une idéologie fondamentalement raciste. Mais cela reste une crise sérieuse pour la démocratie européenne. Et je pense que le sabotage complet du projet de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni a été très instructif. Pour moi, l'un des éléments les plus instructifs a été que Corbyn est devenu le leader du Parti travailliste en raison de changements dans les règles du Parti travailliste qui ont permis un vote populaire pour élire le leader. Par conséquent, tout cela est soudainement devenu démocratique et cet homme a été propulsé. Je suis sûr qu'il avait ses défauts, tout le monde en a. Mais ce qui est instructif pour moi, ce sont les libéraux de mon genre, car je suis architecte, ancien travailleur universitaire, principalement entouré de libéraux. Si je mentionne Corbyn, ou même si je mentionne la précipitation de la guerre en Ukraine, je suis très souvent confronté à des réactions du type « Oh, mais vous savez qu'il était incompétent » ou « Oh, mais on ne pouvait pas lui faire confiance. C'était un amateur ». De la même manière qu'on me dit « Oh, mais vous ne voulez pas de Poutine, n'est-ce pas ?» ou « Vous ne voulez pas du système chinois, n'est-ce pas ?» En d'autres termes, l'idéologie est très forte dans cette classe libérale. Et il y a une croyance fondamentale que les gens ne peuvent pas être dignes de confiance pour élire leurs dirigeants. Et cela se manifeste dans la façon dont ce mot populiste est utilisé comme une arme. J'ai fait un petit article pour Private Eye. Je ne devrais pas dire ça parce que vous n'êtes pas censé, pas de signature. Mais l'éditeur, c'était un excellent article. Je l'ai vraiment apprécié à propos de l'extrême droite ici en Irlande. Mais l'éditeur avec qui je travaillais ne voulait pas que j'utilise le mot populiste. Parce qu'il y a ce genre de sentiment parmi les élites que la grande masse des gens ne peut pas être digne de confiance pour faire ce qui est bon pour eux. Et je pense que le résultat est Keir Starmer et, vous savez, Olaf Scholz et Macron est, ou juste la façon dont Macron a ignoré l'élection récemment et a mis en place, vous savez, l'un de ses partenaires commerciaux de confiance, associés ou peu importe. Vous savez, des personnes en qui on pouvait avoir confiance pour faire ce qu'il fallait pour la classe des affaires en tant que Premier ministre, et simplement ignorer un véritable mouvement populaire qui est très impressionnant en France récemment, où la gauche et le centre se sont réunis et vous savez, ont réellement pu commencer à faire de la politique sans se battre entre eux. Mais de toute façon, c'est... Non, mais ça ne répond pas à votre question. Cela essaie de répondre à votre question. Comment nous en sommes arrivés à la situation de... Je suis d'accord. Et c'est une autre de ces grandes ironies. Les personnes qui crient à tue-tête « démocratie, démocratie » sont les plus grands antidémocrates que l'on puisse trouver sous le soleil. Mais c'est avec ça que nous devons vivre. Et regardez, nous approchons de l'heure, donc je dois terminer la vidéo ici. Mais Marc, si les gens veulent lire plus de vous, où devraient-ils aller? Oh là là, j'ai dit aux gens ces 2 dernières semaines que j'allais sur Internet dans 2 semaines parce que je ne suis pas très doué. Mais j'ai mis mes essais sur ResearchGate parce que c'était quelque chose que j'avais quand je travaillais à l'université. Donc, si vous cherchez Mark Price, University College Dublin, vous trouverez mes recherches. C'est un endroit où se trouvent mes articles. Et je mets juste des choses occasionnelles. Donc, je publie un peu sur les arts et l'architecture et un peu sur ça, et j'ai besoin de mettre plus de choses en ligne. Mais ils peuvent trouver l'article que j'ai fait sur la neutralité, quelque chose que j'ai fait sur la neutralité,
quelque chose politique en cherchant ça, et je pense qu'il est facile d'obtenir les articles. Okay, everybody. D'accord, tout le monde, allez sur ResearchGate et cherchez Mark Price. Mark, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. For your time today. Merci Pascal, c'était un plaisir de discuter. Au revoir. Bye.